Il est désormais possible de subir une intervention à cœur ouvert en République démocratique du Congo. 11 ans après, l'université de Kinshasa vient de se doter d'un nouveau professeur docteur spécialiste en chirurgie thoracique cardiovasculaire. Il s'appelle Alphonse Nzovwata. En Ituri, les FARDC est résolument engagé à poursuivre les ennemis de la paix jusqu'à leur dernier retranchement. Hier, les ADF ont tenté d'attaquer le centre commercial de Komanda en territoire d'Irumu. Ils ont rencontré la force de l'armée régulière. Les images dans ce journal. Il faut quitter l'artisanat vers l'industrialisation. Les entreprises minières sont tenues à la transparence et au paiement de taxes. L'appel est de la ministre de tutelle. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Il a quitté hier le sol américain pour Kinshasa via Bruxelles, mais avant de s'envoler, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des entretiens à New York avec quelques personnalités locales et des Nations Unies. La gestion de la crise du coronavirus ainsi que la situation sécuritaire en Afrique étaient au centre de leurs discussions. Nos envoyés spéciaux, Patrick Michel Moukou et Coco Molisou, nous en parlent. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, est la dernière personnalité à avoir échangé en officiel avec le président Félix-Antoine Tshisekedi lors de son séjour à New York. Un entretien bilatéral qui a mis un accent particulier sur un partenariat privilégié pour la paix et la prospérité en Afrique. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas manqué d'évoquer les questions liées notamment à la situation au Tigré en Éthiopie, aux élections en Somalie, ainsi qu'au coup d'État qui, du moins, restent selon lui des situations isolées qui ne freinent nullement l'élan de la démocratie en Afrique. Évoquant l'évolution positive de pourparlers sur le barrage de la Renaissance, Anthony Blinken a félicité le président Tshisekedi pour sa médiation et la promotion de la politique de bon voisinage dans la sous-région. La problématique d'approvisionnement du continent africain en vaccins anti-Covid a également fait partie des sujets abordés par les deux personnalités qui, avant de se séparer, ont passé en revue quelques dossiers d'intérêt commun entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Bien avant Blinken, c'est Vera Song, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, qui s'est entretenue avec le chef de l'État congolais. La crise économique post-Covid en Afrique, ainsi que l'entrepreneuriat de jeunes, ont figuré en bonne place des sujets abordés pendant les discussions. Nous avons parlé des vaccins évidemment, mais aussi d'utiliser les sciences et la recherche africaine pour voir un peu si nous pouvons avoir des solutions uniquement africaines qui deviendront évidemment mondiales si nous avons des solutions. Et donc nous savons aujourd'hui que sans vaincre le Covid, nous ne pouvons pas avoir une relance économique structurée. Et le fait que la RDC détient 80% du cobalt qui est dans les batteries, le futur énergétique du monde, c'est les batteries, et nous pensons que nous pouvons doubler, si pas tripler les produits intérieurs bruts, donc les revenus de la RDC, si nous arrivons à peut-être transformer le cobalt en RDC. Et donc tout ça, effectivement, autour de l'emploi de jeunes et d'une marche vers la prospérité de la RDC. Avant de quitter New York, le président Félix-Antoine Tshisekedi a accordé une interview exclusive à la chaîne de télé VOA Afrique. Avec Marius Muunga, le président congolais a balayé les sujets d'actualité de la Covid aux élections dans le pays, ce avant de féliciter le journaliste d'origine congolaise pour la fierté du pays faite à l'étranger par un travail de qualité. Restons à New York. Dans son allocution au cours de la 76e Assemblée générale, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a évoqué la question du barrage de Renaissance. Suivez cet extrait. C'est sur base de cette option de la charte de l'ONU et du principe de subsidiarité que depuis mon accession à la présidence en exercice de l'Union africaine, je m'emploie à faciliter le règlement du différend qui divise l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie sur l'opérationnalisation du grand barrage de la Renaissance éthiopien construit par cette dernière sur le Nil bleu. À cet effet, j'ai pris des initiatives suivantes. L'organisation de négociations de Kinshasa en avril
dernier et les consultations directes avec les plus hautes autorités des 3 pays par moi-même lors de ma tournée diplomatique du mois de juin dans leurs capitales respectives. Cette démarche a permis d'identifier les quelques points qui nécessitent encore une harmonisation entre les parties pour conclure un accord juste et contraignant, prenant en compte les intérêts de chacune d'elles et favorisant un climat de confiance mutuelle indispensable pour que ce grand barrage devienne un instrument d'intégration économique régionale et de solidarité entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. Ces points ont été communiqués aux 3 pays et dans un proche avenir, les discussions vont reprendre. Je demeure confiant car non seulement les dirigeants des 3 pays sont déterminés à régler leurs différends par le dialogue dans le cadre de l'Union africaine, mais aussi ils ne cessent de renouveler leur confiance en la facilitation de l'Union. Je saisis cette opportunité pour les en remercier et rassurer les observateurs ainsi que tout État ou institution accepté par les parties que leur accompagnement sera le bienvenu. C'est vendredi aujourd'hui et la tradition a été respectée. Le vice-premier ministre, les ministres d'État, les ministres et vice-ministres se sont retrouvés autour du Premier ministre en visioconférence pour la 22e réunion du Conseil des ministres. Le compte-rendu de cette réunion du gouvernement après ce journal avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. La Chambre basse du Parlement vient de déclarer recevable la proposition de loi portant régime de sécurité sociale des agents publics de l'État et c'est le député national Matadi Nenga et Maurice Ntamboué qui ont initié cette proposition de loi présentée par l'honorable Jacques Njoli, Sylvie Moembo et Bernard Baudot. Les députés nationaux se sont retrouvés autour de 2 points à l'ordre du jour de ce jeudi 23 septembre 2021. Le premier point a porté sur la proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Cette proposition de loi qui a été initiée par les députés nationaux Maurice Tamboué et Matadi Nenga, absents dans l'hémicycle pour des raisons de santé, les auteurs de la dite proposition de loi ont délégué le député national Jacques Njoli pour présenter l'économie générale de leur proposition. Sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diapwanga, l'honorable Jacques Njoli a résumé la quintessence de cette proposition de loi qui prévoit d'offrir aux agents de l'État une protection similaire à celle des travailleurs du secteur privé, mais aussi de bâtir au cœur de l'Afrique un État social au service de ses citoyens. Après débat, l'Assemblée plénière a déclaré recevable la proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Concernant l'examen et l'adoption de 2 projets de résolution portant création de 2 commissions d'enquête parlementaires qui portent sur le contrôle des titres miniers en RDC et sur l'environnement, ils ont été renvoyés à la commission socio-culturelle qui dispose de 15 jours pour un examen approfondi avec des amendements faits par l'Assemblée plénière. Au Sénat, le calendrier de la session de septembre ainsi que la question du processus électoral à venir intéresse les États-Unis d'Amérique. Son conseiller politique en a échangé avec le président de la Chambre haute du Parlement, le professeur Modeste Bahati Lukwebo a par la suite reçu les chefs coutumiers de Bazuélé venus remercier le président de la République pour l'élévation de leur fille Carole Aguito, élue questeur au bureau du Sénat, Guélor Kimpianga. Coutumiers de Bazuélé qui ont suivi les récents bouleversements politiques intervenus au pays sont venus remercier le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la confiance qu'il a placée en leur digne fille Carole Aguito Amela, questeur du Sénat. La délégation des autorités traditionnelles l'a dit au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, à qui ils ont exprimé leur gratitude pour le travail abattu dans la constitution de la nouvelle majorité parlementaire. Saisissant la balle au bond, la délégation des autorités coutumières a présenté les doléances dues à la situation de leur province
au président de l'institution qui est l'émanation des provinces. Les problèmes liés à l'état des routes, le manque d'eau et l'insécurité sont les plus urgents portés à Modesto Bahati Lukwebo. Nos préoccupations par rapport aux problèmes sociaux de base qui traversent la province du Basuélé, afin que, à travers lui, le chef de l'État et le gouvernement puissent prendre à bras le corps les différentes préoccupations des dignes filles et fils de la province du Basuélé dans tous les domaines de la vie. Et aussi, nous sommes passés témoigner à travers nous l'encouragement ou les encouragements de l'ensemble de la population du Basuélé pour le choix qui a été porté sur la personne de l'honorable questeur du Sénat qui représente notre province valablement au sein du Parlement de la République, précisément le Sénat, car ce choix est salutaire et nous honore. Tout de suite après, Modesto Bahati Lukwebo a eu une entrevue avec le conseiller politique de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Avec William, le président de la Chambre de sages a axé l'entretien autour des sujets d'actualité, notamment le processus électoral. Le calendrier de la session de septembre adopté par les élus des élus a attiré l'attention du diplomate américain qui a loué l'initiative du Sénat d'aligner la proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Restons au Sénat où le premier vice-président Eddy Mundela Kankou poursuit ses contacts avec les responsables des institutions d'appui à la démocratie. Les détails avec Robert Ndaïdjissi. Création d'un task force des institutions d'appui à la démocratie et la mise sur pied d'un cadre de concertation entre les bureaux du Sénat et ses institutions. L'idée du premier vice-président du Sénat, Eddy Mundela Kankou, fait du chemin. Ce vendredi 24 septembre 2021, il a échangé tour à tour avec les bureaux du Conseil supérieur de l'audiovisuel, conduit par son président et les conseils nationaux des suivis de l'accord et du processus électoral. La démarche amorcée par le premier vice-président du Sénat permettra non seulement de redynamiser les institutions d'appui à la démocratie, mais aussi d'améliorer le travail de ces institutions. Les dossiers brûlants du blocage au niveau de la désignation du président de la CENI par les confessions religieuses s'est invité aux échanges. Nous avons parlé de ça, et nous avons donné notre vision et nous travaillons là-dessus. Maintenant que tout le monde estime qu'il y a un blocage, nous allons apporter davantage notre contribution au bureau de l'Assemblée, afin qu'on trouve des issues, afin de mettre fin, arriver à avoir une nouvelle équipe qui va présider la CENI. Garantir et assurer la protection de la presse, mais surtout veiller au strict respect de la déontologie en matière d'information. Les bureaux du CESA, qui se félicitent de ces échanges, a fait des propositions concrètes au premier vice-président du Sénat, Eddy Mundela Kankou. Le premier grand défi que nous avons évoqué en ce qui concerne la presse, c'est d'abord le fait qu'il y a cette prolifération presque anarchique des médias et qui fonctionnent dans un cadre légal déjà dépassé. Et ce qui fait que, avec toute la précarité des entreprises de presse, toute la précarité dans laquelle vivent les journalistes, il y a souvent des dérives qui sont constatées dans les médias. Pour le numéro 2 du Sénat, dans son rôle de catalyseur des institutions, il est plus que temps d'émettre un mécanisme pour travailler ensemble afin de doter la République démocratique du Congo des institutions fortes. Écho de l'état de siège en Ituri, le centre commercial de Komanda en territoire d'Irumu demeure sous contrôle des FARDC, et ce après une tentative d'attaque hier soir par des rebelles ougandais ADF. Ces derniers ont été tout de suite poursuivis par les forces régulières qui ont nettoyé la zone. Le gouverneur militaire de l'Ituri, Luboya Nkashamajoni, appelle la population au calme et à vaquer librement à ses occupations habituelles. Junior Selemani. Quartier périphérique situé à 7 km aussi du centre de négoce de Komanda demeure sous contrôle de FARDC après une tentative d'attaque des hommes armés. Le gouverneur militaire de l'Ituri et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Nkashamajoni, appelle la population au calme et à vaquer librement à ses occupations. Par ailleurs, les forces loyalistes mènent les opérations de poursuite contre les ennemis. Vous savez, en Irumu, sur la RN4, nous avons l'ennemi
ADEF, qui a toujours tendance à couper la route pour des raquettes, ainsi de suite. La nuit, venant, les petites heures du soir, profitant du noir, ils se sont infiltrés parmi la population pour s'approcher de ces véhicules-là. Et voilà comment est-ce que nos hommes ont réagi. Ils ont réagi violemment avec tout ce que nous avions mis comme moyen. Nous avons prépositionné comme moyen là-bas. Et l'ennemi a pris fuite, mais malheureusement, comme d'habitude, en fouillant, ils ont brûlé quelques maisons. Jusque hier soir, c'était 2 morts, mais maintenant on dit qu'il y a 5 morts, dont 2 tués par véhicule aussi, malheureusement. Bon, moi je demande à la population d'être calme. Je suis sûr que la grande question qui se pose, c'est après avoir vu tout ce personnel qui est entré ici, se poser la question pour savoir pourquoi est-ce que ça traîne. Vous savez, nous avons une très grande administration dans l'armée. Effectivement, les hommes sont arrivés, mais le moment de terminer avec l'administration, je crois qu'ils seront déjà présents dans les lieux indiqués pour sécuriser cette population. Précisons que la circulation sur l'axe routier Komanda Beni dans le Nord Kivu est rendue possible grâce au déploiement des forces armées dans la chefferie de Walese-Vonkutu en territoire d'Irumu. Le programme de DRCS pourra avoir un cadre de plus pour la formation des démobilisés. L'Institut national de préparation professionnelle, en partenariat avec la JICA, va construire à Bunia un centre équipé en vue d'offrir une main-d'œuvre qualifiée à la communauté. Séverine Katanda et Jean-Pierre Chibango. Bunia dans l'Ituri, ville meurtrie par des attaques des forces négatives qui fait montre d'une forte capacité de résilience. Sur ces terres sortira dans les jours à venir un bâtiment moderne de l'Institut national de pratique professionnelle pour la formation qualitative de la population et ses environs. C'est l'un des points abordés au cours d'un dîner d'échange et d'évaluation entre l'INPP sous la conduite de son directeur général et l'ambassadeur du Japon, Hiro Ninami, qui s'est fait accompagner du représentant de la JICA. Les 2 partenaires ont évalué les différents projets en cours d'exécution, entre autres la construction de l'INPP Lubumbashi, dont les travaux vont s'achever d'ici mars. Nous sommes en train de construire un nouveau bâtiment de l'INPP à Bunia, qui est malheureusement en région de conflit. Nous allons contribuer non seulement la paix et la stabilité sociale, mais aussi le niveau de formation. Le directeur général intérimaire Patrick Kayembe a expliqué la particularité de doter la ville de Bunia, une zone en proie des conflits, d'un centre de l'INPP avec comme spécificité prendre en charge la formation des ex-combattants de groupes armés pour leur insertion sociale. Comme c'est une zone en conflit, c'est là que se trouve l'importance de l'INPP. Pour réinsérer toutes les personnes qui sont dans les groupes armés. En équipant, nous comptons former toutes les personnes là-bas. La JICA reste déterminée à soutenir le gouvernement congolais à travers l'INPP qui offre au pays une main-d'œuvre qualifiée, socle de la création d'une classe moyenne. Et en nouvelle, sachez que la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNCS, constate avec regret que certains de ces immeubles et concessions sont occupés anarchiquement par des personnes non autrement identifiées. Tous ces occupants irréguliers qui ont pour certains érigé des abris de fortune ou encore encombrent des concessions par des épaves des véhicules et autres effets, que ce comportement nuit gravement à son droit de jouissance paisible des si biens. Une situation confortable qui impose la CNCS de signifier une mise en demeure à ses occupants, leur permettant de libérer de bonne foi les lieux en délai 8 jours. Dans le cas contraire, des procédures judiciaires seront intentées contre les concernés sans autre avis ni délai. Ceci porte la signature du docteur Jean-Simon Foutikiakou, directeur général intérimaire de la CNCS. Et la République démocratique du Congo peut se targuer d'un nouveau spécialiste en chirurgie à cœur ouvert, le professeur Dr Alphonse Nzovwama, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a soutenu publiquement sa thèse intitulée « Chirurgie thoracique cardiovasculaire en République démocratique du Congo, capable de réaliser les interventions chirurgicales à cœur ouvert » par Tito Ndwango et Luxon Kiabala. Après plus de 10 ans, enfin, la flamme de la chirurgie cardiaque s'est réallumée le jeudi 23 septembre 2021 à l'université de Kinshasa. Un nouveau-né dans le corps professoral de l'UNIKIN, Dr Alphonse Nzovwama, reçu comme professeur agrégé en enseignement supérieur en médecine. Un espoir non seulement pour la faculté de médecine de Kinshasa, mais pour la République démocratique du Congo, qui a aujourd'hui un professeur agrégé spécialiste en chirurgie thoracique cardiovasculaire, capable d'en former d'autres.
C'est un grand apport pour notre faculté, nos cliniques universitaires et même pour notre université et pour le pays, car depuis plusieurs années, nous n'avions plus des spécialistes dans ces domaines, parce que ceux qui étaient là sont tous morts. Maintenant, nous serons capables de suivre ce type de pathologies cardiaques ici sur place et même de les opérer, des cas qui ne se faisaient pas jusque-là dans notre pays. Après 45 minutes de présentation de la thèse sur thrombose artérielle précoce en chirurgie cardiaque, thrombose définie comme la constitution des caillots à l'intérieur des vaisseaux qui alimentent un organe. Cette thèse avait comme objectif la connaissance de l'incidence de ces complications et la recherche des facteurs de risque qui exposent les malades opérés du cœur à ce type de complications. Il s'en est suivi d'un jeu de questions-réponses jury récipiendaires. Dr Alphonse Nzonvoama, surnommé le réparateur des cœurs, a clôturé sa défense par l'administration d'un cours magistral de 30 minutes portant sur la tétralogie des phallos. Un travail qualifié des parfums de bonne odeur par les jurys qui a octroyé au nouveau professeur agrégé Alphonse Nzonvoama des insignes de l'université de Kinshasa. Pour les promoteurs de la thèse, le professeur Thierry Cause leur a sonné pour la République démocratique du Congo. Le docteur Nzonvoama arrive à un stade de sa carrière où non seulement il maîtrise la chirurgie cardiaque, mais il va pouvoir former des élèves et former une nouvelle génération de chirurgiens. Donc on est là pour l'aider dans cette mission. Le professeur Dr Alphonse Nzonvoama a déjà fait ses preuves en République démocratique du Congo avec la réussite des interventions chirurgicales à cœur ouvert réalisées à la clinique Ngalema. La société Okapi Distribution veut poser ses valises à la zone économique spéciale pilote de Maluku. Une délégation de cette entreprise l'a dit au ministre de l'Industrie, Betty Amani. La société américaine Okapi Distribution entend implanter ses usines dans la zone économique spéciale pilote des Maluku. L'annonce a été faite au ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, par le directeur général adjoint qui a conduit la délégation. Cette firme spécialisée dans la fabrication de smartphones, tablettes et ordinateurs portables appartient à un entrepreneur américain d'origine congolaise. Au cours de cet échange, la société Okapi a présenté au ministre de l'Industrie l'échantillon de quelques produits de leur société. Ce projet va contribuer à la création d'emplois et de richesses. Dans un autre volet, la vulgarisation du plan directeur d'industrialisation de la RDC à travers le pays poursuit son bon nombre de chemins. Une délégation du ministère de l'Industrie composée du directeur de cabinet du ministre et le chef de mission de l'agence de zone économique spéciale a remis un exemplaire du plan directeur d'industrialisation de la RDC au gouverneur intérimaire de Lualaba, Fifi Masuka. Les gouvernements provinciaux du Lualaba, les opérateurs économiques et la crème intellectuelle sont appelés à s'approprier le PDI car il constitue une boussole pour le développement de la RDC. Notre objectif d'abord c'était pour lui remettre officiellement le plan directeur d'industrialisation et dans ce plan d'industrialisation l'accent est mis principalement sur la création des zones économiques spéciales. L'autorité provinciale a salué le travail abattu par le ministère de l'Industrie en dotant le pays d'un guide référentiel pour son développement. La transparence et le paiement de taxes, l'une des conditions pour permettre aux entreprises minières de quitter l'artisanat pour l'industrialisation, rappel à l'ordre fait par la ministre des Mines Antoinette Samba aux sociétés minières, Paulette Lomba. La lutte contre l'exploitation artisanale des minerais par les exploitants clandestins des mines ne peut réussir qu'avec l'industrialisation des entreprises minières. La promotion de l'exploitation industrielle des mines est le cheval de bataille de la ministre des Mines Antoinette Samba Kalambay. C'est dans cette optique qu'elle a conféré avec la délégation de la société minière Congo Fair Mining, conduite par son directeur général Serge Moulumba. Avec cette nouvelle entreprise minière qui est à joint venture avec la Sakima et CDMC, les deux parties ont échangé autour de l'exploitation industrielle des mines au Nord Kivu et au Maniema. Cette joint venture facilitera l'exploitation industrielle du coltan, cassitérite, wolframite et cobium. Elle va consister à passer de la production à la raffinerie dans les prochains jours. Le ministre des Mines a rassuré ses hôtes du soutien du gouvernement. La RDC est réellement le premier produit coltan en Afrique et pour consolider cette production, nous voulons la transformer ici sur place en RDC pour la plus-value. Et comme ça, le Congo va pouvoir se retrouver avec la transformation localement. Nous sommes en train de basculer de l'exploitation artisanale vers l'exploitation industrielle
et pour probablement aboutir à une transformation en sel de Tantale ici en RDC. Avant la pandémie de coronavirus, la production était de 50 à 70 tonnes par mois et actuellement, elle s'est abaissée de 25 à 30 tonnes. La RDC peut compter sur la Fédération helvétique dans sa mobilisation des investisseurs suisses pour la RDC. L'ambassadeur Roger Denzer l'a annoncé au ministre des Finances Nicolas Kazadi-Dichala. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Suisse en République démocratique du Congo, Roger Denzer, s'est entretenu avec le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, sur les tenants et les aboutissants du programme économique que le gouvernement congolais a conclu avec le Fonds monétaire international, qui s'inscrit dans les priorités programmatiques et vise à maintenir la stabilité macroéconomique en vue de placer la République démocratique du Congo sur la voie d'une croissance durable et inclusive, centrée sur l'amélioration du capital humain et sur une gouvernance solide. Pour Roger Denzer, le programme triennal conclu entre la RDC et le FMI fera en sorte que les réformes attendues du gouvernement à moyen terme puissent porter principalement sur l'accroissement de la mobilisation des recettes intérieures, la promotion des investissements, notamment par les secteurs privés, pour favoriser une croissance durable et créatrice d'emplois, l'amélioration de la gouvernance et le renforcement du cadre de la politique monétaire. On a échangé aussi sur les défis du programme FMI, aussi sur la vision du pays par rapport à la décentralisation et on a expliqué de notre part aussi les informations par rapport à notre programme. Au regard des objectifs de ce programme, les retombées seront indiscutablement bénéfiques. Lubumbashi, capitale du cuivre, dans le Haut-Katanga, a accueilli l'atelier sur les procédures dans l'exportation des minerais à travers le guichet unique du commerce extérieur. Un véritable rendez-vous du donner et du recevoir, comme nous dit Cédric Enina. Des assises qui ont eu le mérite de répondre à une question. Quelles sont les notions essentielles liées à la procédure d'exportation des minerais? Cet atelier qui a réuni les acteurs privés et étatiques du secteur minier sur initiative du guichet unique de commerce extérieur a mis en lumière à travers une communication assurée par des experts en la matière les paradigmes qui entrent en ligne de compte dans la simplification des procédures en exportation des produits congolais, la fluidité dans les échanges commerciaux en indiquant notamment les étapes de transport de ces produits vers l'étranger. L'idéal, c'était rencontrer tous les acteurs privés et étatiques, leur présenter ce que nous avons pu recueillir auprès de différents intervenants, transitaires, exportateurs, les services étatiques. Nous avons retenu aujourd'hui aussi quelques préoccupations qui vont être prises en compte et donc nous allons avoir un autre cadre qui va permettre d'échanger avec les différents acteurs. S'en est suivi un jeu de questions-réponses pour susciter les débats et la compréhension. Les guichets uniques de commerce extérieur, Ségus, en tant qu'outil des facilitations dans les échanges commerciaux avec l'extérieur, veillent également à l'instauration d'un seul centre d'obtention des pièces favorisant toute transaction. Les agents de la DGRK sont déjà sur les artères de Kinshasa, vous l'avez sûrement constaté. Ils procèdent au recouvrement forcé de la taxe vignette d'exercice 2020 Rodépanda. Le moratoire accordé aux propriétaires des véhicules pour le paiement de la vignette 2020 a largement dépassé. La direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, est passée à la vitesse de croisière pour sommer les usagers et détenteurs de véhicules à s'acquitter de cette obligation civique et patriotique. Depuis ce mercredi 22 septembre 2021, le directeur général de la DGRK, Félicien Koulou-Tantoula, accompagné de la police et d'une forte équipe de ses agents et cadres, était descendu sur le terrain pour lancer la campagne de recouvrement forcé et de paiement de la vignette. Une petite semaine de sensibilisation a été encore accordée aux usagers insolvables et récalcitrants avant de commencer à placer le véhicule dans le fourrière. Nous sommes venus avec la police, c'est pour lancer officiellement la campagne de recouvrement forcé. Comme le chef de l'État venait de lancer cette campagne il y a 10 jours, nous avons préféré donner encore une semaine pour sensibiliser davantage. Et aujourd'hui, c'est le lancement de cette sensibilisation. Nous sommes en pleine période de recouvrement forcé, mais nous commençons d'abord par une sensibilisation pendant une semaine.
Chemin faisant, au niveau de la commune de Limete, quelques fausseurs ont été pris main dans le sac avec de fausses vignettes. Sur place, le directeur général de la DGK a décidé de les remettre à la police pour qu'ils soient entendus sur PV et les sanctionner conformément à la loi. Depuis la réforme de 2008, les entreprises publiques n'ont pas décollé comme on le prévoyait. Il faut une thérapeutique de choc avec des moyens colossaux. Un consortium d'investisseurs américains se propose d'apporter des capitaux. Ils ont échangé avec la ministre du portefeuille Adel Kaïnda, Angèle Mabiala-Dantou. A été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pendant son séjour à Lubumbashi, en présence du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, où elle a fait l'état des lieux des entreprises publiques qui sont pour la plupart en faillite et qui nécessitent un véritable coup d'accélérateur. La ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adel Kaïnda Maïna, a eu une séance de travail avec un groupe d'investisseurs américains désireux de placer leur argent dans la relance des entreprises du portefeuille. 8 milliards suffisent, disent-ils. The energy sector, financial technology. Nous sommes venus au Congo pour voir quelles sont les opportunités d'affaires que nous pouvons avoir en étant donné que la RDC et les États-Unis sont en bon terme. Le président de la République est en train de faire un grand travail en termes de la sécurité. La réunion que nous avons tenue tout à l'heure avec Madame la ministre, elle a insisté sur le fait qu'il y a plusieurs secteurs, mais les secteurs où elle aimerait voir notre intervention, c'est plus dans le secteur de l'énergie. Nous sommes aussi dans la distribution de cartes de crédit. Nous avons des compagnies qui travaillent dans ça, ainsi que dans le mine qui nous intéresse aussi. Le président du consortium des investisseurs américains s'est dit honoré de travailler avec le gouvernement congolais pour relever ces secteurs capitaux pour le développement de tout pays. La centrale de Mwadingusha fait peau neuve. La nouvelle technologie y prend droit de citer et les résultats se passent de tout commentaire. Edith Chala, Patrick Kachala. Les travaux auront coûté 130 millions de dollars américains. La centrale hydroélectrique de Mwadingusha est complètement rénovée. Comme convenu aux travaux du 5e forum sur l'énergie à Lubumbashi, les participants ont eu droit à une visite guidée à cette merveille qui est passée de 11 à 13 MW de puissance par machine. Captage d'eau, canal d'amener, bassin de retenue, les 3 conduites forcées, bref, la rénovation est effective. SNEL a pertinemment travaillé pour ses abonnés. La SNEL, ce qu'elle a aujourd'hui est plus qu'important que la SNEL est toujours en train d'améliorer le service que nous rendons là. Nous avons des projets, par exemple, pour la ville de Kinshasa, nous avons un projet de remise en conformité du réseau de la ville de Kinshasa. La SNEL, c'est en plein dynamisme pour renouveler, réhabiliter et moderniser nos infrastructures. Les machines ont aussi été totalement réhabilitées. Les efforts que fournit SNEL pour réhabiliter son outil de production. Nous avions des équipements très vieux. La haute direction a pris des mesures, mis en place un programme de réhabilitation de toutes les centrales. Et aujourd'hui, on est dans les Katanga pour voir la première centrale qui est finie. C'est modernisé totalement. Vous avez vu toute cette ferraille-là qui est à l'extérieur. Ça a été remplacé par un poste compact. Ça, c'est un vieux poste avec beaucoup de fer, ainsi de suite. Mais c'est compact, c'est moderne. Et aujourd'hui, nous sommes au standard international. Les postes compacts sont installés en lieu et place du gigantesque poste qui recevait l'électricité de Mwadingusha et de Koni. Des travaux réussis grâce au partenariat public-privé, SNEL, l'entreprise Ivanoé, sous la supervision de EPSM comme ingénieur conseil. Comment amener les médias à s'impliquer activement dans la campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal, sujet de discussion entre le staff dirigeant de la coordination pour le changement des mentalités et les responsables des organes de presse. Regardez. Les membres du cabinet et les fonctionnaires du ministère de la Communication et Médias de la République démocratique du Congo se sont retrouvés pour une deuxième rencontre en visioconférence organisée par la communauté des États d'Afrique australe SADC et axée essentiellement sur des questions-réponses sous la coordination de Gabriel Baglio, expert de cette organisation en présence de Nico Lianza, représentant du ministre Patrick Mouyaya. Celle-ci intervient après celle du 13 septembre courant. Compte tenu du fait que la conception et la vision doivent être harmonisées entre ceux qui pratiquent la communication et les responsables des États membres, ces échanges se révèlent comme inéluctables. L'État congolais a accepté que les praticiens et les usagers de la communication puissent avoir une même idée et orienter dans le même sens la compréhension de ce domaine pour ne pas créer beaucoup de malentendus rencontrés ces derniers temps sur le terrain.
Le ministre de la Communication et Médias a mis à contribution la SADC et ses partenaires pour aider la République démocratique du Congo à travailler sur ces points et cela prendra 5 à 6 jours à partir du jeudi 23 septembre 2021. Après une semaine de formation, les milieux congolais de la communication pourront avoir une même interprétation des lois existantes encadrant le secteur. Le rond-point Kintambo Magasin présente ces derniers temps un autre visage inhabituel. Tous les vendeurs qui ont envahi ce rond-point ont été déguerpis. Nos caméras sont descendues sur place pour faire le constat. Yolande Voka. Nous sommes au rond-point Kintambo Magasin, où une fluidité de circulation s'observe. La grande place circulaire Kintambo Magasin respire. Chauffeurs de taxi, motocyclistes, piétons, vendeurs et acheteurs, les uns admirent ces déguerpissements et les autres fustigent ces changements. Le trafic maintenant est fluide, on passe sans problème, il n'y a pas d'embouteillage, donc ça nous épargne même les piétons parce qu'il n'y a pas d'engouement quand il y avait trop de gens et les voleurs profitaient aussi pour vous. C'est une bonne chose, premièrement. Mais ce qui n'est pas bien est que c'est une décision prise sans pourtant préparer. L'endroit où on a mis les transports, le taxi et tout transport pour qu'ils puissent se charger, l'endroit devait être aménagé avant qu'on puisse le placer là. Parce que nous sommes aux saisons de la pluie. D'ici peu, il y aura des pluies, il n'y aura pas moyen que les gens puissent même y pénétrer. Le chauffeur de taxi salue l'initiative, pas de tracasserie. Ce ne serait pas un marché là où les gens peuvent venir vendre des histoires ici. Donc, ça c'est l'entrée principale. Voilà, mais puis, en dehors de ça, il y a encore la francophonie. On a dit ça. Il y a la francophonie ici, l'endroit, la site Kintambo ici doit être quand même propre. Nous encourageons, mais il faut justement encadrer les gens. Il y a des ceux qui sont contents pour ça. Les gens qui travaillent ici, la ville doit être propre, là je suis clair. Les vendeuses, eux, ne soutiennent pas ces changements, lancent un cri de détresse aux autorités urbaines en 4 langues nationales pour une solution intermédiaire en cette période de préparatif de la rentrée scolaire. Prélever les données techniques pour la réhabilitation des routes de la ville de Likessi dans la province de Haut-Katanga, c'est la mission principale de la visite de la délégation de la firme panafricaine CAT Project Africa. Nicole Sisseploka pour les détails. Par la mairie de Likessi que cette visite de travail a commencé. Il était question de mettre le maire de la ville Idesbal Petui Kapande au parfum du projet de réhabilitation des routes à Kikula. Dès là, toute la délégation est descendue sur le terrain pour prélever les données techniques sous la conduite du bourgmestre Adolphe Lufuma. Longue de plus ou moins 3 km, cette route ira de la route Kolwezi en passant par les avenues Matala, Kassongo Michel pour déboucher ensuite au point de départ. Germain Kodjo, directeur de CAT Project Africa, l'entreprise qui doit exécuter ces travaux, se résume. C'est-à-dire que nous sommes inscrits définitivement dans la logique de la vision du chef de l'État et le premier citoyen de la province, son Excellence Monsieur le Gouverneur, Jacques Tchaboula, tout ce qu'ils ont pour la population de Likessi en particulier. Aujourd'hui, c'était une visite de prospection et nous allons passer maintenant à l'étape étude de faisabilité qui vont être effectuées par nos ingénieurs qui seront dans les domaines, bien sûr. Ça ne va pas traîner parce qu'on a vu que la population, on a constaté aussi que la population en a vraiment besoin. Ce projet intégrateur s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le peuple d'abord va ouvrir les quartiers Kanona et Tchachi au reste de la ville de Likessi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal coordonné par Bobette Ngali Samba, rédigé par Eric Kabamba Patikwedi et Rodé Pandalon. Réalisé, si vous nous avez pris en cours, voici le rappel du titre. Il est désormais possible de subir une intervention à cœur ouvert en République démocratique du Congo. 11 ans après, l'université de Kinshasa vient de se doter d'un nouveau professeur. Il s'appelle Alphonse Nzovwama. Il est spécialiste en chirurgie thoracique cardiovasculaire. Vous avez suivi
la soutenance de sa thèse dans ce journal. Vous avez aussi suivi comment est-ce que les FARDC est déterminé à poursuivre les ennemis jusqu'à leur dernier retranchement. Ils ont déjoué hier une attaque des ADF au centre commercial de Komanda en territoire d'Irumu dans la province de l'Ituri. Et nous vous avons aussi proposé ce rappel à l'ordre de la ministre des Mines aux miniers qui sont tenus à la transparence et au paiement des taxes pour quitter l'artisanat vers l'industrialisation. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Paris, en France. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvées à 23h. Serge Merlin-Mata. Moi, je vous retrouve demain à 20h. Très bonne suite de programme sur la RTNC et surtout excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.